Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un type de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, mais qui, je pense, pourrait intéresser les viewers. C'est vrai que dans le titre de la vidéo, j'ai mis Xavier Delmas se trompe-t-il sur KLA, mais le but de la vidéo n'est pas de dénigrer le travail que Xavier a fait sur KLA, car c'est l'une des meilleures analyses francophones que j'ai vues sur le secteur des semi-conducteurs, mais plutôt d'ajouter des informations complémentaires à son analyse. Comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je travaille dans le secteur des semi-conducteurs et je suis en contact toute la journée avec ce type de machine. Donc je me suis dit pourquoi pas mélanger la connaissance financière de Xavier et mon expérience dans ce domaine afin de vous donner un maximum de valeur. Alors comment la vidéo va se passer? Tout simplement, je vais vous montrer des extraits de la vidéo de Xavier et je vais commenter par la suite. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre sur qui elle est et je vous invite à aller voir la vidéo de Xavier que je mettrai en description pour avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise et également parce que ça va être notre support de travail. Puis ensuite, revenez sur ma vidéo pour avoir mes commentaires. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un maximum la vidéo, cela me ferait extrêmement plaisir. Et si je vois beaucoup de likes, je pourrai faire plus de vidéos et sur des entreprises semi-conducteurs. Commençons par le premier extrait. Donc, si vous regardez ce type de part de marché, vous allez voir que KLA, par exemple, a, si je prends à droite, le chiffre d'affaires à peu près 7% du marché, Applied Materials 19%, ASML 16%, etc., etc. Mais en fait, c'est très trompeur parce que oui, on est ici sur des boîtes qui vendent des équipements, des machines, hein, si vous voulez, notamment aux fonderies, à ceux qui fabriquent ces puces. Mais là où c'est trompeur, c'est qu'ils ne vendent pas le même matériel. Donc je le disais, les gros joueurs là-dedans, ils vendent les machines qui vont aider à fabriquer les puces elles-mêmes. Mais il y a des entreprises, et notamment KLA, qui sont sur une niche. Donc ce que dit Xavier est vrai, car KLA est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de machines de métrologie. Ces équipements sont conçus pour vérifier la qualité du process de fabrication, assurant ainsi la viabilité des puces à la sortie d'usine. Mais j'aimerais quand même ajouter que ces dernières années, Applied Materials a également manifesté un intérêt pour le secteur des équipements de métrologie, et même si ce concurrent ne représente pas actuellement une menace significative pour KLA, il pourrait devenir une menace potentielle car Applied Materials pourrait exploiter sa taille à son avantage. Par exemple, Applied Materials pourrait vendre leurs machines de métrologie beaucoup moins chères en faisant jouer l'achat de plusieurs machines dans d'autres secteurs que la métrologie, alors que KLA ne peut pas le faire car ils sont encore une fois exclusivement sur la partie métrologie et pour moi c'est vraiment le plus gros risque à prendre en compte sur les prochaines années pour KLA au niveau de ses parts de marché. Passons maintenant au deuxième extrait. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que, évidemment, quand les puces sortent des machines, il faut que les fabricants garantissent qu'elles sont au top niveau. Si ces puces terminent dans un iPhone, peu importe où elles vont terminer, dans un téléphone, dans une Tesla, enfin, etc., elles sont dans toutes les applications de nos vies, il faut absolument que cette puce marche exactement comme elle doit marcher parce qu'on a ensuite des appareils qui sont vendus extrêmement chers. Et si vous avez des petits éléments comme ça qui ne marchent pas comme prévu, ça va mettre tout le système en péril. Et c'est très important aussi dans ces fonderies de savoir le plus tôt possible quand est-ce qu'une machine est mal réglée pour pouvoir arrêter la production et la faire repartir avec des puces qui sont de bien meilleure qualité. Je voulais quand même remettre en perspective dans le sens où les machines de métrologie sont des équipements qui permettent de vérifier la qualité des produits et ceci est indispensable. Cependant, ce sont également les seules machines qui ne génèrent pas de valeur directe. Ce que je veux dire par là, c'est que sans ces machines de métrologie, la fabrication de semi-conducteurs sera toujours possible. Donc pour les entreprises, l'achat des machines de métrologie est clairement le moins bon des investissements pour augmenter la production de wafers. Donc si on réfléchit en tant que chef d'entreprise, nous sommes obligés d'acheter des machines de métrologie, car vendre des produits défectueux détruirait la réputation de l'entreprise, mais nous n'allons pas acheter plus que nécessaire, car c'est le genre de machine qui rapporte le moins dans une fab. Également, il faut savoir que tous les wafers ne sont pas analysés en métrologie, sinon nous aurions d'énormes retards dans la fabrication des semi-conducteurs. Un semi-conducteur prend au minimum 2 à 3 mois pour parcourir toute la chaîne de création, donc imaginez-vous si l'on mesurait chaque semi-conducteur après chaque étape, le process prendrait un an pour être achevé. Donc les fabs utilisent la méthode de l'échantillonnage pour suivre la qualité de leur production, c'est-à-dire qu'elles vont sélectionner par exemple sur 1000 wafers, 25 ou 50 wafers qu'elles vont mesurer à l'aide de machines de métrologie. Si les résultats sont bons, alors les wafers peuvent continuer leur route. En revanche, si les résultats sont mauvais, tout un plan d'action sera mis en place pour découvrir la nature du problème et le résoudre au plus vite. Donc pourquoi je vous parle de cette méthode d'échantillonnage? Tout simplement parce qu'en cas de forte demande de semi-conducteurs, comme nous l'avons connu en 2021, les équipementiers de métrologie seront les moins gagnants, étant donné que les fabs n'ont pas besoin d'augmenter rapidement le nombre d'équipements de métrologie, mais plutôt d'investir dans des machines de production.
Donc en période de forte demande, KLA ne serait pas forcément l'entreprise la plus adéquate à avoir pour profiter de la croissance du secteur, même si encore une fois KLA verrait son chiffre d'affaires s'améliorer. Donc peut-être ne pas investir seulement dans cet équipementier pour jouer le secteur des semi-conducteurs. Passons maintenant au troisième extrait. Ensuite, si on regarde en termes de valorisation, parce que ça, c'est c'est le bémol. Alors là, attention, la valorisation ne nous indique pas si c'est une boîte de qualité ou non, hein. C'est une boîte de qualité qui elle est, mais elle se paye effectivement un petit peu cher aujourd'hui. On est sur des niveaux qui sont au-dessus de 30 pour 2024. Donc parlons maintenant de sa valorisation. Et nous pourrions même aller plus loin en abordant sa valorisation par rapport à son importance dans une fab. Maintenant, vous avez différentes informations qui vous permettent de comprendre pourquoi KLA pourrait avoir une moins bonne croissance que les autres équipementiers. Et ici, je suis tout à fait d'accord avec Xavier Delmas quand il dit que KLA est actuellement beaucoup trop cher. Je me répète peut-être, mais il est important que vous ayez cela à l'esprit. Si une fab est en retard sur des commandes, le moyen le plus facile d'accélérer la création d'un semi-conducteur est d'enlever des étapes de métrologie, car les autres sont indispensables pour que le produit fonctionne. La deuxième chose est que si l'entreprise veut faire des économies tout en continuant à produire plus de wafers, encore une fois, un moyen facile est d'investir moins dans des machines de métrologie. Donc principalement pour ces raisons, payer plus de 30 fois les bénéfices, ce qui revient à payer plus cher que Applied Materials actuellement, qui est beaucoup plus diversifié au sein des fabs, me semble être une mauvaise idée. Passons maintenant au quatrième extrait. Bien sûr, il y a une partie de CAPEX, hein, comme je vous le disais, d'investissement. Et c'est là où on voit à quel point c'est faible. Il n'y a que 340 millions de CAPEX qui est dépensé chaque année. Donc, pour se maintenir, pour construire de nouvelles usines ou pour les maintenir à flot, etc., ils n'ont besoin que de 340 millions. Depuis tout à l'heure, je parle de points négatifs sur KLA. Non pas parce que je n'aime pas l'entreprise, mais parce que connaître les risques et les points négatifs vous permettra de continuer à détenir le titre sur le long terme, même en période de chute de cours. Ici, dans le court extrait, Xavier mentionne que l'entreprise a besoin de très peu de capex. Et cela est vrai et important à souligner. Dans l'industrie des semi-conducteurs, il est assez rare d'avoir des capex peu élevés, car il y a toujours une course à l'optimisation du process et à l'amélioration et de la rapidité du process, ce qui pousse les entreprises à investir toujours plus pour ne pas perdre des parts de marché. Cependant, pour KLA, qui est spécialisé dans la métrologie, le marché évolue beaucoup moins rapidement. C'est principalement pour cette raison que KLA peut se permettre d'investir moins tout en permettant à ses actionnaires de profiter de tout ce cash. C'est une véritable particularité de cette entreprise qui peut offrir aux investisseurs une entreprise du secteur des semi-conducteurs avec des cash flows plutôt prévisibles. Passons maintenant au dernier extrait que je vais commenter. Voilà, je m'arrête juste là-dessus parce que donc c'est sur une sous-partie du secteur du business, hein, mais qui est la plus importante. Donc c'est le semi-product control, c'est vraiment le cœur de métier de KLA aujourd'hui. Et on voit ici qu'ils montrent leur part de marché qui est au-dessus de 50% et qui est plutôt croissant tout ça, mais c'est très dur de gagner des parts de marché quand vous êtes déjà à 50%, et donc qui est 4 fois le concurrent le plus proche. Donc avoir une part de marché de 50% est quelque chose d'extrêmement puissant. Même si la majorité du chiffre d'affaires est générée grâce aux ventes d'équipements, 67%, la partie service, qui est principalement de la maintenance, représente 20% du chiffre d'affaires. Donc posséder la majorité des équipements et de métrologie dans une fab permet à KLA de dicter les contrats qu'elle va vendre à la fab, et il est important de noter, et très peu de personnes le savent en dehors du monde des semi-conducteurs, que des entreprises comme KLA parvient à faire signer des contrats exigeant que seuls les employés de KLA puissent effectuer la maintenance sur les équipements. Cela signifie que les fabs sont totalement dépendants des équipementiers car les employés des fabs ne peuvent pas se former sur les nouveaux équipements. Par conséquent, les fabs auront toujours besoin des équipementiers et de signer des contrats de maintenance. Alors je ne sais pas si vous imaginez l'avantage que cela apporte à l'équipementier, mais je trouve quand même ça hallucinant. Donc c'est également pour cette raison que je préfère les équipementiers dans les secteurs des semi-conducteurs, car à mon avis, ce sont eux qui dictent leurs marges et non pas les vendeurs de semi-conducteurs. D'une part, ces vendeurs de semi-conducteurs sont obligés de suivre ce que demandent les équipementiers, et d'autre part, la demande de semi-conducteurs peut être volatile, ce qui impactera les vendeurs de semi-conducteurs et beaucoup moins les équipementiers. Donc ces deux facteurs expliquent pourquoi les entreprises qui possèdent des fabs sont beaucoup moins chères en termes de valorisation comme ST Microelectronics ou TSMC, car elles sont également moins stables dans leurs revenus. Donc on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo, et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.